Le jeune homme marchait sur la route froide, où le vent d'automne arrachait les dernières feuilles des arbres et les jetait dans la boue. Le ciel était lourd et bas, et il semblait que le monde entier pesait d'un poids gris. Il ne marchait pas vite, ses bottes étaient déchirées, ses pas s'enfonçaient dans la boue. Depuis le matin, il cherchait un petit boulot à la foire, mais personne n'avait besoin d'une paire de mains supplémentaires. Il n'avait plus ni nourriture ni chaleur, seulement un vieux manteau et quelques pièces de monnaie. Au détour d'un chemin, il remarqua une silhouette recroquevillée. Une vieille femme était assise à même le sol, couverte de haillons, et tremblait tellement qu'on aurait dit qu'elle allait être emportée par un coup de vent. Elle murmurait qu'elle était gelée et qu'elle mourrait sans chaleur. Le jeune homme s'arrêta. Il avait lui-même peu de ressources, mais son cœur ne lui permit pas de passer son chemin. Il ôta son manteau et le posa sur les épaules de la vieille femme. Il lui tendit également un morceau de pain sec qu'il avait gardé pour le soir. La vieille femme prit le cadeau, leva la tête, et le jeune homme remarqua que ses doigts brillaient d'une lueur rougeâtre, comme si un feu y couvait. Son regard devint perçant, autoritaire. Sa voix changea, elle devint calme et assurée. Elle dit qu'elle cherchait depuis longtemps un cœur qui n'avait pas été endurci par la misère. Son geste lui ouvrit une voie dont les gens ne soupçonnent pas l'existence. Devant ses yeux, la route changea. Là où, un instant auparavant, il n'y avait que du brouillard, s'élevait désormais un pont de pierre menant à une colline. Sur la colline se dressait un château avec de hautes tours. La vieille femme fit un pas en avant et ordonna au jeune homme de la suivre. C'était son cadeau pour sa gentillesse. Le château serait à lui s'il parvenait à le conserver et à prouver qu'il en était digne. Le jeune homme entra, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, un feu s'alluma dans la grande salle, les bancs et les murs semblaient prendre vie. La vieille femme dit que le château avait abrité son propriétaire pendant de nombreuses années. Mais avec la propriété viendraient des épreuves, et seul celui qui aurait l'esprit fort pourrait rester. Le lendemain matin, le jeune homme se réveilla seul. La vieille femme avait disparu, mais le château n'avait pas disparu. Il était bien réel, avec ses réserves où étaient conservés du grain et du sel, son arsenal où se trouvaient des épées rouillées et des armures. La rumeur selon laquelle un nouveau propriétaire était apparu sur la colline se répandit rapidement dans les villages. Les gens affluèrent vers le château. Certains cherchaient protection, d'autres du travail. Le jeune homme ne les chassa pas. Il partagea ses réserves et leur offrit un refuge. Peu à peu, une communauté se forma autour de lui. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le château reprit vie. On entendait à nouveau le bruit des marteaux dans la cour, de la fumée s'élevait des cheminées, des gens s'asseyaient à nouveau sur les bancs. Parmi les nouveaux arrivants se trouvait une jeune fille, la fille d'une veuve forgeronne. Elle connaissait le métier et savait réparer le fer. Le jeune homme lui permit de rester, et avec le temps, elle devint la personne la plus proche de lui dans le château. Mais tout le monde n'était pas satisfait de ces changements. Le baron du château voisin estimait qu'on lui avait pris ses terres. Il envoya un messager pour exiger que le jeune homme quitte le château. Lorsque celui-ci refusa, le baron promit de venir avec ses soldats. À cette époque, le jeune homme pensait souvent à la vieille femme. Il lui semblait voir de la lumière briller dans les fenêtres la nuit. Un jour, il entendit clairement une voix lui dire qu'il avait un don caché dont il n'avait pas encore conscience. Le baron ne serait que la première épreuve. Le jeune homme commença à s'entraîner au maniement de l'épée. Personne ne croyait qu'un simple garçon puisse se battre, mais il était persévérant.
Même le vieux guerrier qui l'avait rejoint après avoir fui la garde du baron reconnut que le jeune homme avait un talent particulier. Peu après, le baron arriva avec ses soldats. Le jeune homme mena les gens à la défense. Ce jour-là, il fit preuve d'une force qu'il ne s'attendait pas à avoir. Son épée bougeait comme si elle choisissait elle-même sa cible. Le baron perdit beaucoup d'hommes et battit en retraite. Les gens, auparavant opprimés, commencèrent à se rallier au nouveau maître. Après la victoire, le jeune homme trouva dans les souterrains du château un ancien sceau avec un blason sur lequel brûlait la même flamme qu'il avait vue dans les mains de la vieille femme. La rumeur disait qu'il y a longtemps, le duc avait perdu son fils pendant une période de trouble. Personne ne savait si l'enfant était mort ou s'il avait été caché. Le jeune homme pensa à sa mère, qui était venue dans le village de loin et ne parlait jamais de son passé. Il sentait que la réponse était plus proche qu'il ne le pensait. Après cette première victoire, la vie au château changea. Les gens, habitués à craindre les barons et leurs gardes, virent qu'un simple jeune homme avait réussi à les défendre. Désormais, ils venaient le voir non seulement des villages voisins, mais aussi de contrées lointaines. Ils apportaient du grain, aidaient à construire des fortifications, et le château sur la colline devint peu à peu un bastion pour ceux qui recherchaient la justice. Mais la joie n'était pas totale. Le jeune homme était tourmenté par des pensées concernant le seau de feu. Il le regardait souvent, le tenait dans ses mains et ressentait une étrange chaleur. À chaque fois, il avait l'impression que le seau renfermait un souvenir qui ne lui appartenait pas, mais qui était lié à lui. Les anciens du village racontaient que la famille du duc à laquelle appartenait ce sceau avait disparu depuis de nombreuses années. Le duc avait perdu son héritier pendant la période de trouble, et depuis lors, les terres avaient été cédées aux barons voisins. Personne ne savait ce qui était arrivé à l'enfant. Le jeune homme se demandait de plus en plus s'il n'était pas lui-même lié à cette histoire. Sa mère, décédée quelques années auparavant, avait toujours caché son passé. Elle disait seulement qu'elle était arrivée seule au village, avec un petit bébé, et ne s'était plus jamais confiée à personne. Un soir, un voyageur arriva au château. Il était vêtu d'un manteau usé et se tenait modestement, mais ses yeux étaient attentifs. Il dit qu'il avait entendu parler du nouveau propriétaire du château et qu'il souhaitait offrir ses services. Le jeune homme remarqua que les mains du voyageur n'étaient pas ordinaires. Elles trahissaient une habileté, comme s'il avait manié des armes toute sa vie. Le voyageur se présenta sous le nom de Godfrey. Il ne parla pas beaucoup de lui, mais montra rapidement qu'il maniait l'épée mieux que beaucoup d'autres. Le jeune homme le laissa rester. Plusieurs semaines passèrent, puis une nuit, Godfrey prit la parole. Il dit qu'il cherchait depuis longtemps des traces de la lignée du duc et que le blason sur le sceau confirmait que le jeune homme était lié à celle-ci. Godfrey en savait plus qu'il n'en disait, et ses paroles avaient là quelque chose qui incitait à le croire. Le jeune homme l'écoutait, mais ne se précipitait pas pour accepter. Il ne voulait pas construire son destin sur de vaines suppositions. Et pourtant, les pensées de sa mère ne le quittaient pas. Bientôt, un nouveau malheur survint. Le baron, qui s'était retiré après la première bataille, ne s'était pas résigné. Il s'était allié à un autre seigneur et s'était à nouveau dirigé vers le château, cette fois avec une force redoublée. Les habitants du château s'inquiétaient. Certains proposaient de fuir, mais le jeune homme refusa. Il disait que le château était leur maison et que s'ils partaient, ils ne trouveraient jamais un endroit pareil. Lorsque les ennemis arrivèrent au mur, le siège commença. Le château tint bon pendant plusieurs jours, mais les forces s'amenuisaient.
la chute semblait inévitable. C'est alors que survint quelque chose que personne n'avait prévu. Le troisième jour, un détachement de cavaliers armés s'approcha des murs. À leur tête se trouvait un homme aux cheveux gris, vêtu d'une armure somptueuse. Il se présenta comme un chevalier, ayant autrefois servi le duc, et dit avoir entendu parler du nouveau propriétaire du château. Il reconnut le blason sur le sceau que le jeune homme avait montré au vieillard, et comprit que l'héritier du duc était vivant. Ce chevalier et ses hommes se sont levés pour défendre le château. Ils étaient peu nombreux, mais ils ont renversé le cours de la bataille. Les barons, qui ne s'attendaient pas à rencontrer de résistance de la part de guerriers aguerris, ont battu en retraite. Les habitants du château ont accueilli le chevalier comme un sauveur. Après la victoire, le chevalier en dit plus. Il raconta qu'il y a longtemps, pendant la période de trouble, le bébé du duc avait été emmené en secret pour le sauver des assassins. Il avait été caché dans un endroit isolé et personne ne savait où il avait grandi. Maintenant, tout concordait, son âge, l'histoire de sa mère et les armoiries. Le jeune homme comprit que sa vie ne serait plus jamais la même, mais il ne ressentait aucune joie. Cette nouvelle connaissance s'accompagnait d'un poids. Car s'il était vraiment l'héritier, ce n'étaient pas seulement des richesses qui l'attendaient, mais aussi les dettes du passé de sa famille. Godfrey, le voyageur qui était arrivé plus tôt, confirma les paroles du chevalier. Il dit qu'il avait lui-même participé à la recherche de l'héritier et qu'il suivait sa piste depuis longtemps. Il était désormais certain que le jeune homme était bien le fils perdu. Les habitants du château commencèrent à regarder le jeune homme d'un autre œil. Pour certains, il était un sauveur, pour d'autres, un héritier qu'il fallait honorer. Mais lui-même restait le même, un garçon qui avait un jour pris en pitié une vieille femme sur la route. Pendant ce temps, la vieille femme, celle-là même qui lui avait offert le château, réapparut dans ses rêves. Elle lui dit que le chemin ne faisait que commencer. Le château était une épreuve, pas une récompense. Il devait apprendre à être le maître non seulement des murs, mais aussi du destin de ceux qui venaient à lui. Après la deuxième victoire, le château sur la colline ne semblait plus être un refuge fortuit. Il était devenu une forteresse où affluaient les gens des environs. Des paysans et leurs familles se pressaient aux portes et beaucoup d'entre eux apportaient leurs dernières réserves de céréales juste pour trouver refuge. Le jeune homme accueillait tout le monde, même s'il savait que les réserves fondaient et que la nouvelle récolte ne serait pas prête avant longtemps. Le chevalier qu'il avait désigné comme héritier du duc était resté au château. Il s'appelait Oswald. Il racontait comment il avait servi le duc et comment il avait tenté de sauver le bébé la nuit où les ennemis avaient pris d'assaut le château. Oswald affirmait voir dans le jeune homme les traits de cet enfant. Il disait que le sang ne trompe pas et que tôt ou tard, les autres seigneurs le reconnaîtraient. Mais les paroles du chevalier divisèrent les gens. Certains croyaient que le jeune homme était vraiment l'héritier. D'autres craignaient que cela n'apporte de nouveaux malheurs. Après tout, les barons voisins ne voudraient pas voir apparaître un prétendant légitime aux terres et au pouvoir. Pendant ce temps, Godfrey, le voyageur, se comportait de manière de plus en plus mystérieuse. Il partait souvent la nuit et revenait à l'aube. Parfois, on le trouvait dans les souterrains, où il étudiait les murs anciens. Lorsque le jeune homme lui demanda pourquoi il faisait cela, il répondit que le château recelait des secrets et que tous n'étaient pas sans danger. Un jour, un événement étrange se produisit au château. Le soir, on trouva un colis dans le cellier, un coffre que personne n'avait apporté. Le château était fermé, les gardes n'avaient vu aucun étranger,
mais le coffre se trouvait juste devant la porte. Lorsqu'on l'ouvrit, on découvrit à l'intérieur une poupée faite de paille et de chiffon. Sur sa poitrine était dessiné un blason avec du feu. La poupée semblait se moquer, montrant que quelqu'un connaissait le secret du jeune homme. À partir de ce jour, les malheurs commencèrent. Plusieurs personnes du château tombèrent soudainement malades et un oiseau mort fut trouvé dans le puits. Les anciens murmuraient que c'était de la sorcellerie. Le jeune homme se souvint de la vieille femme qui lui avait offert le château. Cette nuit-là, elle avait dit que le château était plein d'ombre. Il comprenait maintenant ses paroles. Le château abritait en effet non seulement des murs, mais aussi la volonté de quelqu'un. Godfrey avoua avoir déjà vu des signes similaires auparavant. Il dit qu'il existait des forces qui ne voulaient pas que l'héritier du duc revienne. Quelqu'un préparait des pièges et la poupée n'était qu'un avertissement. Malgré l'inquiétude, la vie continuait. La fille du forgeron passait de plus en plus de temps avec le jeune homme. Elle l'aidait à réparer ses armes, prenait soin des gens et restait courageuse même lorsque beaucoup perdaient espoir. Une affection discrète s'était développée entre eux, mais aucun des deux n'en parlait. Bientôt, une nouvelle épreuve survint. Une rumeur se répandit dans les villages selon laquelle le jeune homme avait vendu son âme à une sorcière et que c'était grâce à la sorcellerie qu'il avait pu conserver son château. Les gens, qui étaient récemment prêts à le suivre, se mirent à chuchoter. Certains tentèrent même de partir. Le jeune homme comprit que l'ennemi agissait avec ruse en détruisant la confiance. Il rassembla les gens dans la cour et leur dit qu'il ne savait pas qui répandait ces mensonges, mais que si quelqu'un ne voulait pas le suivre, il ne le retiendrait pas de force. Et pourtant, la plupart restèrent, car ils voyaient en lui une protection. Cette nuit-là, il rêva à nouveau de la vieille femme. Elle lui dit que sa bonté lui avait valu le château, mais qu'il devrait se battre lui-même pour gagner la confiance. Elle lui fit comprendre qu'il y avait un traître parmi eux qui jouait double jeu. Le lendemain, les soupçons se portèrent sur l'un des guerriers d'Oswald. On trouva sur lui un signe similaire à celui qui figurait sur la poupée. Oswald jura que son guerrier était innocent, mais les preuves indiquaient le contraire. Le jeune homme ne voulait pas de sang, mais il comprenait que la faiblesse détruirait la confiance. Le soldat fut expulsé du château, ce qui ne fit qu'accroître la tension. Depuis lors, la vie ressemblait à une inquiétude permanente. Chaque jour apportait son lot de petites angoisses. Tantôt les portes s'ouvraient toutes seules, tantôt on entendait des bruits de pas dans les souterrains. Les gens vivaient dans la peur. Puis, il y eut un tournant. Le jeune homme décida de descendre dans les salles les plus basses du château, où personne n'était entré depuis l'époque de son grand-père. Il y trouva une salle avec d'anciennes peintures sur les murs. Elles représentaient le même blason avec des flammes et à côté, la silhouette d'une femme aux mains enflammées. Il comprit que le château était à l'origine lié à la magie. À ce moment-là, Godfrey s'approcha de lui. Il avoua qu'il cherchait lui aussi cet endroit. Il dit que la vieille femme que le jeune homme avait rencontrée sur la route était connue du peuple comme une sorcière gardienne d'anciens serments. Elle choisissait ceux qui avaient fait preuve de bonté et les mettait à l'épreuve, ne leur accordant pas le pouvoir sans raison. Le jeune homme comprit que son destin était lié non seulement au sang des ducs, mais aussi à ce pouvoir secret. Après la découverte des dessins anciens dans les souterrains, le jeune homme comprit que le château était lié à la magie secrète depuis le début. Cela expliquait la présence de la sorcière et les événements étranges. Mais cette prise de conscience s'accompagna d'une crainte. Si le pouvoir du château
était inextricablement lié à la sorcellerie, pourrait-il conserver la confiance des gens habitués à craindre tout ce qui leur était incompréhensible? Godfrey s'exprima avec prudence. Il dit que le pouvoir en soi n'était pas mauvais, que tout dépendait de celui qui l'utilisait. Mais les gens ne jugent pas d'après les faits, mais d'après les rumeurs. C'est pourquoi l'ennemi répandait des histoires de sorcellerie. Lors du conseil dans la cour, des murmures s'élevèrent à nouveau. Plusieurs paysans déclarèrent qu'ils avaient peur de vivre sous le même toit que le château maudit. La fille du forgeron prit la parole en premier. Elle dit qu'elle avait vu le jeune homme au combat et au travail et qu'il ne ressemblait en rien à un sorcier maléfique. Ces paroles redonnèrent confiance à beaucoup. Mais pendant la nuit, l'inquiétude s'intensifia. On trouva un garde avec la gorge tranchée. Quelqu'un avait gravé un signe de feu sur le mur à côté. Tout le monde pensa qu'il s'agissait d'un signe de sorcière, mais le jeune homme était convaincu que c'était l'œuvre d'un homme et non d'un esprit d'un autre monde. Il rassembla les soldats et ordonna de fouiller chaque recoin. Il s'avéra rapidement qu'un des hommes d'Oswald avait disparu. Il s'agissait d'un soldat précédemment banni, qui avait néanmoins été secrètement hébergé dans le château. Les soupçons se portèrent sur Oswald lui-même. Oswald était furieux. Il affirma qu'il n'avait pas trahi et que son soldat ne pouvait pas agir seul. Mais il n'y avait aucune preuve en sa faveur. Une dispute éclata entre les partisans d'Oswald et les partisans du jeune homme. Le château se retrouva au bord de la scission. Le jeune homme décida alors de prendre une mesure inattendue. Il descendit lui-même dans les souterrains pour trouver le traître. Là, parmi les murs de pierre, il entendit des voix. L'une d'elles était celle de Godfrey. Le jeune homme se cacha et écouta. Godfrey parlait à quelqu'un d'invisible. Il disait que le jeune homme gagnait trop rapidement en puissance et qu'il était temps de le tester pour de bon. Le jeune homme sortit de l'ombre et exigea des explications. Godfrey ne se démonta pas. Il dit qu'il n'avait jamais été un simple voyageur. C'était la sorcière elle-même qui l'avait envoyé pour surveiller et tester le jeune homme. Tous les malheurs qui s'étaient abattus sur le château faisaient partie de l'épreuve. Même la poupée dans le coffre était son œuvre. Il voulait vérifier si le jeune homme serait capable de conserver le pouvoir sans perdre la confiance du peuple. Le jeune homme était bouleversé. Son cœur se remplit de colère, mais il se retint. Godfrey dit que les épreuves n'étaient pas encore terminées. Si le jeune homme était faible, le château brûlerait avec lui. S'il était fort, il deviendrait le véritable maître. Il prononça ces mots d'un ton froid et calme, comme s'il ne parlait pas du sort de personnes vivantes, mais d'un échiquier. Le jeune homme le chassa du château. Mais Godfrey partit sans crainte, comme s'il s'y attendait. Il dit en guise d'adieu qu'il reviendrait le jour où tout serait décidé. Après son départ, le château vécut dans la méfiance. Les gens se demandaient qui était l'ennemi et qui était l'ami. Oswald restait réservé, mais le jeune homme voyait dans ses yeux une profonde rancœur d'être méfié. Ces jours-là, la fille du forgeron devint particulièrement proche. Elle entretenait les armes, aidait dans la cour et disait aux gens des mots simples qui leur donnaient de la force. Le jeune homme comprit que sans elle, le château aurait perdu tout espoir depuis longtemps. Mais les malheurs ne cessaient pas. Bientôt, la nouvelle arriva que les barons unis rassemblaient une armée. Cette fois, ils voulaient raser le château avant qu'il ne devienne trop puissant. Le jeune homme comprenait que la bataille serait décisive, mais il comprenait aussi que l'ennemi était toujours présent à l'intérieur du château. C'est alors qu'un événement survint qui bouleversa tout. Une nuit,
il revit la vieille sorcière. Elle n'apparut pas dans un rêve, mais directement dans la grande salle où brûlait un feu dans la cheminée. Elle lui dit que les épreuves touchaient à leur fin et que tout dépendait désormais du choix du jeune homme. Elle lui révéla un secret. Sa mère était bien l'épouse du duc. La nuit où le château tomba, elle s'enfuit avec son bébé et trouva refuge dans un village. Mais ses ennemis apprirent sa fuite et, pour protéger son fils, elle conclut un pacte secret avec la sorcière. Le prix de ce pacte fut sa vie, mais l'enfant survécut. Le jeune homme se figea. Tout s'expliquait. Sa mère avait gardé le silence sur le passé, non pas parce qu'elle en avait honte, mais parce qu'elle voulait le protéger. La sorcière lui dit qu'il devait maintenant décider. Allait-il rester le maître du château, acceptant son héritage de sang et de magie, ou allait-il refuser, et alors le château disparaîtrait comme s'il n'avait jamais existé? Sur ces mots, elle disparut, le laissant seul face à son choix. Après les paroles de la sorcière, le jeune homme resta longtemps assis devant la cheminée, dans le silence. Il avait le cœur lourd, comme si un poids l'écrasait. Il connaissait désormais la vérité. Il n'était pas simplement le propriétaire fortuit du château, ni un simple garçon qui avait pris en pitié une vieille femme. Il était l'héritier d'une lignée disparue dans les flammes de la guerre civile, et c'était la magie de la sorcière qui lui avait permis de survivre. Mais il comprenait aussi qu'une bataille décisive l'attendait et qu'il ne pouvait plus échapper à son destin. Le lendemain, il rassembla ses gens dans la cour. Il leur révéla la vérité sur ses origines et sur ce qui les attendait. Il leur dit qu'il n'avait pas l'intention de se cacher et que le château serait leur maison s'ils le souhaitaient. Il ajouta que ceux qui n'étaient pas prêts pour la bataille à venir pouvaient partir sans crainte ni jugement. Certains partirent, mais la plupart restèrent. Parmi eux se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées qui savaient que seul l'esclavage les attendait hors des murs du château. Pour eux, le château n'était pas seulement une forteresse, mais aussi un espoir. Bientôt, les sentinelles annoncèrent que l'armée des barons approchait. Des centaines de soldats se dirigeaient vers la colline. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les défenseurs du château, mais ceux qui étaient restés étaient déterminés. Oswald se tenait à côté du jeune homme et lui dit que le devoir d'un chevalier était de se battre jusqu'au bout. Il reconnut qu'il avait eu tort de douter et qu'il était désormais prêt à mourir à ses côtés. Ces mots rétablirent la confiance entre eux. La fille du forgeron travaillait sans relâche. Elle forgeait des pointes de flèches, réparait des armures et encourageait les gens. Ses mains étaient non couvertes de suie, mais ses yeux brillaient lorsqu'elle regardait le jeune homme. Et pourtant, l'inquiétude ne le quittait pas. Le jeune homme sentait qu'un traître se cachait toujours dans le château, et ce traître pouvait frapper au moment décisif. La nuit précédant la bataille, un événement inattendu se produisit. Un cavalier arriva au château. Son armure était richement décorée, et à son apparence, il semblait être un homme noble. Il dit qu'il avait appris la rébellion de l'héritier et qu'il était venu pour aider. Il disposait d'une petite troupe bien armée. Les gens se demandaient s'il ne s'agissait pas d'un piège. Mais le jeune homme sentit que cet homme disait la vérité. Le cavalier se présenta sous le nom de Lord Adalbert. Il dit qu'il avait autrefois servi le duc et qu'il lui devait la vie. Il considérait désormais comme son devoir de soutenir l'héritier. Son apparition changea tout. Même si les gens étaient toujours moins nombreux, ils retrouvèrent l'espoir. Le jeune homme comprit, c'était là le bienfaiteur inattendu dont avait parlé la sorcière. À l'aube, le siège commença. Les barons installèrent des catapultes et lancèrent l'assaut. Des pierres frappèrent les murs
des flèches enflammées tombaient sur les toits. Mais les défenseurs tenaient bon. Oswald combattait sur les murs, Adalbert menait ses hommes dans des sorties, et le jeune homme, lui-même, combattait là où c'était le plus difficile. À la tombée de la nuit, le combat atteignit son paroxysme. Les forces semblaient s'épuiser. C'est alors que le traître frappa. L'un des gardes, en qui on avait confiance, ouvrit la porte secrète et laissa entrer une partie des troupes ennemies. La panique s'empara du château. Les gens s'agitaient, les femmes et les enfants se cachaient dans les caves. Mais le jeune homme ne perdit pas son sang-froid. Il saisit la bannière ornée du blason du feu et la brandit au-dessus de la cour. Sa voix résonna de telle sorte que tous l'entendirent. Il déclara que ce jour déciderait du sort de chacun d'entre eux et que s'ils devaient tomber, ils tomberaient ensemble, en hommes libres. Ses paroles et son étendard redonnèrent de la force aux gens. Ils se précipitèrent dans la bataille et la cour fut plongée dans le chaos. À ce moment-là, le jeune homme sentit une étrange force s'éveiller en lui. Ses mains semblaient n'en brûler et son épée brillait tellement que les ennemis reculaient. Personne ne pouvait lui résister. Quand les barons virent que leurs soldats mouraient les uns après les autres, ils ordonnèrent la retraite. L'armée se dispersa et le château résista. Après la bataille, on trouva le traître assassiné dans la cour. Il s'agissait du guerrier banni que le jeune homme avait épargné autrefois. Ce fut une leçon. La bonté l'avait sauvé au début de son parcours, mais une confiance excessive avait failli tout détruire. Les gens pleuraient de joie et s'embrassaient. Le château avait résisté, et maintenant, tout le monde savait qu'il y avait derrière ces murs une force impossible à briser. Le jeune homme leva les yeux vers les tours et pensa qu'il y avait encore beaucoup d'épreuves à venir. Mais maintenant, il savait qu'il n'était pas seul. Il avait à ses côtés ceux qui croyaient en lui, et cela était plus important que n'importe quel sang ou n'importe quelle magie. Après la victoire sur l'armée alliée, le silence régnait dans le château. Mais ce n'était pas une joie facile, mais le calme après la tempête, où tout le monde comprenait qu'il restait encore beaucoup à faire. Les gens ramassaient les corps des morts, les femmes pansaient les blessés, les enfants aidaient à porter l'eau. Chacun dans le château avait fait son choix et était resté ici non par contrainte, mais par conviction. Le jeune homme sortit dans la cour et regarda longuement la bannière avec l'emblème du feu. Il n'avait plus aucun doute, c'était son signe. Le sang des ducs coulait dans ses veines, mais cela ne suffisait pas. Il devait prouver non seulement son origine, mais aussi qu'il était digne d'être le maître. La nuit, il revit la sorcière. Elle était assise près de la cheminée dans la grande salle, telle une maîtresse de maison revenue chez elle. Ses mains brillaient toujours d'une flamme rouge. Elle lui dit que les épreuves étaient terminées et qu'il les avait réussies. Le château lui appartenait et personne ne pourrait plus le lui enlever. Mais le jeune homme ne se sentait pas vainqueur. Il dit que ces jeux avaient causé la mort de plusieurs personnes. La sorcière répondit calmement. Les épreuves exigent toujours des sacrifices, et s'il n'avait pas réussi, il aurait mieux valu détruire le château plutôt que de le laisser entre les mains d'un faible. Il comprit que la sorcière n'était ni une ennemie, ni une amie. Elle était la gardienne d'un ancien pouvoir qui choisissait à qui confier son héritage. Elle l'avait mis à l'épreuve, non par méchanceté, mais parce que tel était son rôle. À l'aube, le jeune homme rassembla les gens dans la cour. Il déclara qu'il ne se cacherait pas derrière un nom étranger. Il ne serait pas seulement l'héritier du duc ou le jouet de la sorcière,
Il serait le maître du château, qui appartenait à tous ceux qui vivaient derrière ses murs. Les gens accueillirent ces paroles par des cris d'approbation. Même Oswald et le seigneur Adalbert s'inclinèrent. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus devant eux un pauvre jeune homme venu de la route, mais un chef qu'ils pouvaient suivre. Au cours des semaines suivantes, la vie reprit progressivement son cours normal. De nouvelles fortifications furent construites dans le château, les champs furent labourés dans les villages voisins, et pour la première fois depuis de nombreuses années, les enfants rirent sans crainte. La fille du forgeron ne quittait pas le jeune homme. Elle l'aidait dans ses tâches, et le soir, ils s'asseyaient près du feu et se remémoraient tout ce qu'ils avaient vécu. Un lien discret mais solide se noua entre eux. Les gens murmuraient que le maître du château allait bientôt se marier, et tous attendaient ce jour comme une fête. Et pourtant, une conversation restait en suspens. Le jeune homme redescendit dans les souterrains où il avait autrefois vu Godfrey. Là, parmi les murs de pierre, il trouva la même sorcière. Elle apparut comme si elle l'attendait. Il lui dit qu'il lui était reconnaissant pour son don, mais qu'il ne lui permettrait plus de jouer avec le destin des gens. Elle sourit et répondit qu'elle n'interviendrait plus. Le château lui appartenait désormais entièrement, mais elle lui fit une dernière mise en garde. Tout pouvoir ne dure que tant que son détenteur reste fidèle à lui-même. S'il oubliait la miséricorde qui était à l'origine de tout, le château s'effondrerait. Après ces mots, la sorcière disparut définitivement. Les mois passèrent. Le château devint le centre d'une nouvelle vie. Les paysans s'y réfugiaient, et personne n'osait plus les menacer. Les barons vaincus n'osaient pas revenir. Ils comprenaient que derrière les murs ne se trouvait plus un enfant, mais un souverain choisi par le destin lui-même. Le jour où le jeune homme appela pour la première fois le château sa maison, il sortit sur les remparts et regarda au loin. Les collines étaient hautes et vertes, les champs pleins de vie, et il comprit que la véritable récompense n'était pas les tours et les murs, mais les gens qui lui avaient dû confier leur destin. Et alors, il se souvint de cette journée froide où il avait pris en pitié la vieille femme tremblante au bord de la route. Tout avait commencé par un simple geste, et c'était précisément ce choix qui avait tout changé. À partir de ce jour, le jeune homme ne fut plus simplement appelé le maître du château. On le surnomma le Seigneur Juste, et son nom passa de bouche à bouche, non pas comme celui d'un souverain, mais comme celui d'un homme qui avait un jour fait preuve de bonté et avait su surmonter toutes les épreuves. C'est ainsi que s'acheva le chemin qui menait du manteau donné à une mendiante au château, rempli de gens et de lumière. Et tous ceux qui entendirent cette histoire comprirent que la véritable force ne naît pas du sang ni des armes, mais des choix que fait un homme quand personne ne le voit.